Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait. Bien, alors moi je vais vous parler de données de recherche, donc d'un point de vue assez pratique et pragmatique. Donc on va essayer de faire un petit peu le tour de tout ça. Donc déjà, stockage, de quoi est-ce qu'on parle en fait? C'est bien de définir ce dont on va parler pendant ce webinaire. Donc le stockage, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, d'un point de vue physique, l'enregistrement d'une information sur un support matériel. Et ce support matériel peut avoir des caractéristiques qui peuvent être assez variées, soit en fonction du matériel qui est utilisé, hein, concrètement, comment a été fait le support. Par exemple, quand vous achetez un portable, bah, vous pouvez avoir le choix entre différents types de disques durs qui sont intégrés dans ce portable. Et puis, ça peut être aussi fonction de la technologie utilisée qui va permettre d'accéder à ce support physique. Et par exemple, vous avez peut-être déjà tous constaté que finalement, sous Windows, un disque dur qui a été formaté pour Linux ne peut pas être ouvert, par exemple, car les technologies qui sont utilisées sur un système d'exploitation ou l'autre ne sont pas exactement les mêmes. Donc voilà, il y a des incompatibilités de ce type-là, de type technologique. Donc ça, c'est l'aspect stockage. Donc c'est vraiment l'enregistrement d'une information sur un support physique. La sauvegarde, c'est quelque chose qui est un peu différent. En fait, la sauvegarde, ça consiste à dupliquer des données dans l'idée de les mettre en sécurité. Et tout ça sur, du coup, des supports de stockage qui doivent être différents. Donc la sauvegarde, c'est on recopie des données à l'identique et sur des supports qui sont différents, si possible avec du matériel et des technologies différentes et localisés à des endroits différents. Par exemple, et je pense que tout le monde fait un peu pareil, moi je sauvegarde régulièrement les fichiers les plus importants de mon portable sur un disque dur externe que j'essaye de ne pas garder au même endroit que mon portable. L'objectif de la sauvegarde, c'est clairement de pouvoir récupérer des données en cas de perte ou de mauvaise manipulation. Mais on ne peut récupérer les données qu'à la date de notre dernière sauvegarde. Donc si on a fait une sauvegarde il y a une semaine et qu'on a un problème sur notre disque dur aujourd'hui, tout le travail qu'on a pu faire entre la semaine dernière et aujourd'hui est perdu. Après, on parle aussi, quand on parle de stockage, on parle aussi beaucoup d'archivage. Et là, on est sur un terme, une terminologie qui est vraiment complètement différente. Parce que l'archivage, c'est pas vraiment du stockage. En fait, quelque part, le stockage est très secondaire dans la notion d'archivage. L'archivage, c'est vraiment un ensemble d'actions qui vraiment a pour but de garantir l'accessibilité sur le long terme d'informations. C'est une notion à la fois juridique et patrimoniale. Et ça concerne en général des informations qu'on souhaite conserver sur du long terme pour des raisons en particulier juridiques, historiques ou culturelles. Donc l'archivage, ce n'est pas seulement de l'infrastructure physique, c'est à la fois des procédures, c'est aussi des gens avec des compétences spécifiques et c'est des infrastructures. Donc dans notre cas, on peut parler d'archivage à long terme de données numériques, hein, on va parler de données numériques. Mais à nouveau, je vous le dis, ce n'est pas seulement du stockage sur une longue durée. Parce qu'en fait, l'archivage, ça va nécessiter d'assurer donc la pérennisation des supports de stockage sur du long terme, c'est-à-dire qu'il faut que, en gros, que les disques durs soient accessibles sur des dizaines d'années, hein, quelque part. Donc, on sait bien qu'un disque dur a une durée de vie limitée. Il faut aussi s'assurer que l'accès au contenu même, soit aussi pérennisé, c'est-à-dire que les formats de données tels qu'ils sont actuellement, on peut considérer que dans 10 ans, ils seront peut-être obsolètes. Donc, il va falloir aussi envisager des procédures de migration de ces données au fur et à mesure de l'obsolescence des formats. Et puis, il faut s'assurer aussi de l'intégrité des données, c'est-à-dire qu'à le moment où on archive les données, il faut s'assurer que dans 5 ans, ces données sont exactement telles qu'elles étaient quand elles ont été archivées. L'archivage, il y a un cadre juridique qui lui est propre. Et en fait, en France, il y a un seul opérateur qui permet d'assurer l'archivage des données de l'enseignement supérieur de la recherche, c'est le CNES, c'est le Centre d'informatique national de l'enseignement supérieur qui se trouve à Montpellier. Et donc, je terminerai là-dessus sur l'archivage et j'en parlerai plus parce que pour le coup, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Alors, on parle aussi de plateformes qui permettent de faire tout ça. Et en fait, ces plateformes sont différenciées par les usages et aussi l'endroit du cycle de vie de la donnée qui est concerné. Donc les plateformes de stockage, c'est vraiment l'infrastructure qui va proposer du stockage brut de données, hein, avec éventuellement avec des fonctionnalités de gestion d'accès, avec des rôles,
en particulier. Et aussi, souvent, ces plateformes-là permettent d'avoir des sauvegardes, enfin des processus de sauvegarde qui sont un peu intégrés. Plateforme d'archivage, bon, bah voilà, c'est tout ce qui concerne l'archivage des données. Et là, voilà, on n'en parlera pas plus que ça. Entrepôt de données, on est sur quelque chose qui est un peu différent, c'est-à-dire que l'idée, c'est de finalement diffuser les données. Donc, c'est voilà, c'est permettre l'accès à des données. On est vraiment là dans les principes FAIR, donc des données qui peuvent être retrouvées et réutilisées avec des métadonnées précises, un identifiant pérenne. Voilà, c'est vraiment le cycle, enfin l'aval complet du cycle de vie, c'est à la fin du projet de recherche. En termes de stockage de données, on va aussi parler de la température des données, et en particulier des données chaudes et des données froides. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, les données froides, c'est celles qu'on utilise très très peu, et donc sur lesquelles on accède très très peu. On peut imaginer, par exemple, on a dans notre grenier un carton de photos anciennes. Alors, on sait qu'il est là, on sait qu'il est dans le grenier, mais par contre, on ne va pas y aller tous les jours. Hein. Par contre, le jour où on a envie de partager la photo de l'arrière-grand-mère avec le petit enfant, on va aller chercher dans le carton et on va trouver cette photo. Ça va nous prendre du temps, il faut monter au grenier, il faut fouiller dans le carton et puis on va la chercher. Donc, du coup, sur des données froides, le temps d'accès, on se permet des temps d'accès qui peuvent être un peu longs. Et bon, typiquement, c'est un disque dur sur lequel on a stocké des données d'un vieux projet. Je pense que dans vos laboratoires, vous avez tous ce genre de choses. Par opposition à ça, les données chaudes, c'est vraiment les données qui sont actives, sur lesquelles on accède très souvent, voire qu'on accède de façon très intensive. Par exemple, on a un projet en cours, une expérimentation en cours, on doit analyser les données. Dans ce cas-là, on a envie que quand on accède aux données, ce soit rapide, et donc qu'on ne soit pas obligé d'attendre trop longtemps. Et puis, si on a des calculs intensifs sur ces données, parce que c'est des gros volumes de données, on a des espaces de stockage spécifiques, justement, pour pouvoir accéder de façon très efficace à des volumes de données quand on en a besoin. Alors justement, parlons des volumes de données. Donc c'est un concept qui est super important parce que finalement, ça a des contraintes quand on est sur du gros volume de données. Alors, qu'est-ce qu'on appelle gros volume de données? Donc, je vous rappelle qu'un pétaoctet, c'est 1000 teraoctets, un teraoctet, c'est 1000 gigaoctets, un gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. En gros, la capacité d'un disque dur externe moyen, on peut être sur beaucoup plus, mais c'est à peu près 2 Tera en moyenne. On considère une plateforme de stockage de sites, par exemple, pour les personnes qui sont sur Grenoble, la plateforme Sommer, on est sur quelques pétaoctets. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un fichier texte, ça prend quasiment pas d'espace. Un fichier bureautique, c'est à peu près comme un fichier audio, à peu près comme un fichier image. Après, ça dépend de la résolution, évidemment. Et puis, le fichier vidéo, c'est vraiment ce qui prend aussi beaucoup de place. On va commencer à parler de gros volumes de données à partir de quelques téraoctets à quelques dizaines de téraoctets. En fait, les gros volumes de données, c'est quelque chose qui arrive quand on a des problèmes pour y accéder quelque part. C'est quand on commence à avoir des problèmes de temps de transfert ou des problèmes de chargement. Et là, on se dit qu'on est sur des fichiers qui sont importants. Et effectivement, les conséquences d'un volume important de données, c'est on n'arrive pas à les transférer par le réseau. On n'arrive pas à les charger en mémoire si on veut les traiter ou les analyser. On a un problème de stockage parce que la capacité de stockage est importante et le coût de stockage va devenir aussi très important. Et puis, du coup, de fait, la sauvegarde, qui est finalement la duplication du stockage, pose aussi problème sur des gros volumes de données. Et donc, tout ça, ça nous amène au coût du stockage, parce qu'il y a différents coûts pour le stockage. Il y a évidemment le coût financier. C'est un coût qu'il ne faut pas négliger, même si par rapport à d'autres coûts, il peut paraître un peu important. Et puis, par sa nature, contrairement au calcul où on arrive à partager des ressources, au niveau du stockage, on ne sait pas faire ça. On ne peut pas mutualiser en fait des ressources de stockage. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on partage une plateforme et on partage en fait les coûts humains qui sont associés à l'exploitation de la plateforme. Mais on ne sait pas partager de l'espace de stockage, mutualiser de l'espace de stockage. Il faut aussi savoir que plus un stockage est performant, c'est-à-dire plus on va pouvoir accéder vite aux données et plus il va être cher. Alors là, je vous ai mis un peu des exemples de coûts. Donc, sur un disque dur, comme je vous parlais tout à l'heure, on est à peu près quelques dizaines d'euros. Si on prend un téraoctet sur la plateforme de Grenoble, on est à peu près au même ordre de prix de façon annuelle.
Et par contre, si on va sur le privé, sur Microsoft Azure, par exemple, là, on est sur des coûts qui commencent à devenir prohibitifs quand on a vraiment des gros volumes de données. Il y a ce coût financier, il y a clairement le coût humain aussi, parce que c'est vrai que quand le stockage qui nous est personnel sur nos disques durs, sur nos ordinateurs, c'est pas très scalable, on peut pas faire des gros volumes de données, c'est pas très sécurisé, malgré tous les efforts qu'on peut faire, voilà. Et donc voilà, on a quand même besoin pour les projets de recherche de pouvoir utiliser des plateformes de stockage qui sont un peu dédiées, qui sont souvent à l'échelle d'un établissement. Et l'exploitation d'une telle plateforme sur une échelle de ce type-là, c'est quelque chose qui va coûter des moyens humains, avec des compétences techniques qui sont vraiment très avancées. Donc voilà, ce coût humain, il est quand même non négligeable. Et puis le dernier coût, c'est le coût environnemental. Donc le stockage, encore plus l'archivage, parce que évidemment, on duplique encore les infrastructures, a un coût environnemental non négligeable, hein, comme tout ce qui est numérique. Donc il y a eu des calculs qui ont été faits sur la plateforme de stockage qui s'appelle Betic à l'UGA, donc c'est du stockage performant pour le calcul. Et on a des coûts qui sont des coûts environnementaux qui sont non négligeables, et ça, il faut bien l'avoir en tête quand on commence à stocker des données. Alors, vous avez vu qu'on avait cité déjà plusieurs types de stockage. Et à chaque type de stockage, on a des moyens d'accéder qui peuvent être un peu différents. Donc, si mes données sont sur un disque dur externe, c'est assez simple. Je branche mon disque dur externe, j'accède directement. Enfin voilà, il est monté sur mon portable. Je maîtrise complètement le stockage. Mais par contre, je ne peux pas partager mes données, sauf à donner mon disque dur externe à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est un stockage qui est limité par la capacité de mon disque dur, qui n'est pas très sécurisé quand même, parce que malgré tout, si jamais il y a un souci sur le disque dur, voilà, il y a un souci, je perds mes données. L'autre solution, c'est d'avoir des données sur un cloud. Et souvent, là, dans ce cas-là, j'accède à mes données via un navigateur Internet, hein, c'est tous les outils comme Nextcloud ou OnCloud, ou un client lourd que j'installe sur mon portable. On peut aussi accéder via une URL qu'on m'a envoyée. La plupart du temps, je ne sais pas trop où sont mes données quand même. Sauf si j'utilise un cloud académique et je sais à peu près où sont les serveurs qui sont utilisés pour ça. Mais voilà, quand je partage une URL avec des données derrière, je ne sais pas toujours finalement qui a les droits d'accès et comment ça se passe. Par contre, je peux évidemment partager mes données puisque en gros, c'est quand même un peu fait pour ça. Et à nouveau, là, on est quand même sur du stockage qui n'est pas très scalable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment mettre de gros volumétries de données sur ce genre d'outils. Si la plateforme est académique, on peut considérer quand même que c'est du stockage qui est sécurisé parce que tout a été mis en œuvre de façon à ce qu'il y ait une sauvegarde, etc. Si mes données sont sur une plateforme de stockage, donc j'ai cité par exemple la plateforme Sommer tout à l'heure, j'ai plusieurs façons d'accéder à mes données. Soit je fais un montage réseau, souvent à travers un VPN, hein, pour assurer la sécurité du montage. Soit j'ai un protocole d'accès distant qui me permet d'accéder à ces données. Éventuellement, la plateforme peut aussi proposer un accès par le web, un peu comme le cloud. Alors, si j'utilise une plateforme académique, je sais à peu près où sont mes données. En tout cas, j'ai une certaine confiance dans là où sont mes données et sur la façon dont elles sont gérées. J'ai aussi la maîtrise de la gestion des droits d'accès. Par contre, ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas toujours simple. Et donc, il faut peut-être avoir un savoir-faire technique pour pouvoir maîtriser ces droits d'accès. Mais ça me permet en particulier de partager mes données. Et ça, c'est du stockage qui peut grandir. En général, on a vraiment des volumétries disponibles qui sont importantes et qui est sécurisé parce que c'est une infrastructure de site, parce que tout a été pensé pour que la sauvegarde, les snapshots soient bien réalisés. Et puis, le dernier cas, c'est j'ai des besoins de traitement importants sur mes données. Et donc, j'utilise une plateforme de stockage qui est associée à une infrastructure de calcul académique. Et dans ce cas-là, j'accède à mes données à travers l'utilisation que j'ai de cette infrastructure de calcul. À nouveau, comme pour la plateforme de stockage académique, je sais où sont mes données parce que voilà, c'est en général sur le site et maîtrisé par les gens qui s'en occupent dans l'établissement. Je peux partager mes données aussi via cet accès-là. Le stockage est scalable, c'est-à-dire qu'éventuellement, je peux avoir des gros volumes de données. Mais par contre,
c'est en général des volumes qui ne sont pas sécurisés, c'est-à-dire ce qu'on appelle des espaces scratch, des espaces qui servent vraiment qu'à faire du traitement de données, et ce n'est pas là où il faut sauvegarder ces données. Alors la question, parce que j'ai un peu mis ça sous le tapis, c'est les clouds commerciaux. J'ai parlé des clouds tout à l'heure et j'ai quand même essayé d'aller plutôt vers le cloud académique, mais on ne peut pas ignorer qu'on a une utilisation assez importante dans la recherche des clouds commerciaux. Et tout ça, c'est pas si simple que ça. En particulier, ça s'inscrit un peu dans ce qu'on appelle la PPST, la protection du potentiel scientifique et technique, qui en fait concerne tout ce qui est risque autour de l'intelligence économique, du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la défense et l'armement. Alors on peut se dire, ça ne nous concerne pas, dans la plupart des disciplines, on est un peu loin de tout ça, mais en fait, en particulier sur le premier, le risque autour de l'intelligence économique, on y est assez vite. Voilà, on peut assez facilement être dans le cadre de la PPST. À côté de ça, on a tous les GAFAM, enfin tous ces gros industriels du numérique qui proposent essentiellement des services gratuits, qui ne sont pas du tout gratuits, puisque les données qu'on met dessus sont vraiment très fortement utilisées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de cession de droit sur les données, c'est-à-dire qu'elles restent la propriété de nos employeurs. Mais par contre, elles sont exploitées complètement sans qu'on ait la maîtrise. Il y a du ciblage publicitaire qui est fait, des statistiques, des choses comme ça. Et on ne contrôle pas vraiment ce qui est fait avec nos données. On ne sait pas vraiment à quoi elles vont servir. Par exemple, dans le cadre de Gmail, donc l'outil mail de Google, il scanne en fait tous les mails qui sont sur Gmail, en particulier à des fins de ciblage publicitaire, mais pas que, et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière le pas que. Alors, il y a un certain nombre de réglementations internationales qui ont une implication forte sur l'utilisation des clouds commerciaux, et en particulier aux États-Unis, en Russie et en Chine. Il y a ce qu'on appelle des directives extraterritoriales, c'est-à-dire des textes qui vont s'appliquer même en dehors du territoire de l'État. Et par exemple, aux États-Unis, il y a eu le Patriot Act en 2001, qui permet aux services de sécurité américains d'accéder, d'analyser à toutes les données en fait issues de toutes les entreprises, sans forcément d'autorisation préalable et sans informer les utilisateurs. Ensuite, il y a eu en 2018 le Cloud Act, qui va permettre au gouvernement américain d'obliger les prestataires de services à divulguer les données personnelles de leurs utilisateurs. Et donc, des géants du web comme Microsoft, Google, Facebook et autres, ils ne peuvent absolument pas garantir, ils ne peuvent pas vous garantir la confidentialité de vos données personnelles, même si ils mettent l'accent sur le fait que les données sont stockées en Europe. En 2016, il y a eu ce qu'on a appelé le Privacy Shield, qui était une réglementation des transferts de données entre les États-Unis et l'Union européenne. Et ce Privacy Shield a été invalidé en 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne, justement en raison des pratiques de surveillance de masse qui ont lieu aux États-Unis. Donc, il faut être vigilant. Donc, il ne faut pas ignorer le fait qu'on s'appuie beaucoup sur ces outils-là, mais quand même, il faut savoir ce qu'on fait et il faut être un peu vigilant par rapport à tout ça. Donc, vigilant par rapport aux problématiques d'intelligence économique et vigilant par rapport aux données personnelles. En particulier sur tout ce qui est RGPD, donc la réglementation générale pour la protection des données. Il ne faut pas utiliser ces clouds-là quand on a des données personnelles à traiter. Voilà. Donc, il n'y a pas de transfert en dehors de l'Union européenne pour le stockage de ces données, sauf si on a un contrat qui offre des garanties vérifiables, et ça, c'est quand même très, très rarement le cas. Alors, il y a des recommandations qui émanent de nos établissements. Alors, on peut utiliser un cloud privé, mais il faut qu'il y ait une qualification, ce qui s'appelle Secnum Cloud de l'ANSSI. Ou alors, on peut se baser sur un guide de l'ANSSI, le guide d'externalisation de l'ANSSI, qui nous donne un certain nombre d'informations sur ce sujet-là. Si vous êtes dans un labo ou dans une structure qui est en ZRR, par exemple, vous n'avez pas le droit du tout d'utiliser les clouds privés. Et ça relève du pénal si jamais il y a une infraction. Alors, il y a maintenant des solutions alternatives qui tiennent un peu la route, quand même, soyons clairs. Autant, il y a quelques années, on pouvait dire, oui, mais on utilise quoi? Il n'y a rien. Mais si, maintenant, il y a. Donc, il y a des solutions académiques. Par exemple, à l'UGA, on a un Nextcloud qui fonctionne bien.
Il y a des opérateurs privés, mais qui sont assez coûteux, qui vont nécessiter des appels d'offres, etc., etc. Il faut noter aussi que quand on veut utiliser une solution commerciale comme AWS, par exemple, et qu'on règle par carte achat ou même par CB personnel, le porteur de la carte porte la responsabilité voilà, on est dans le cadre d'un usage illégal de la carte achat et une transgression de la réglementation PPST, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et si jamais vous n'avez pas de solution pour votre problématique, il ne faut pas hésiter à demander au RSSI, donc au responsable de sécurité informatique des établissements concernés, pour voir quelle pourrait être la solution à mettre en œuvre. Mais voilà, il faut vraiment être vigilant sur l'utilisation des clouds commerciaux, en particulier quand on commence à travailler sur des données personnelles. Il ne faut surtout pas poser n'importe quoi sur ces clouds-là. Alors ça, c'était la partie un peu conceptuelle. Maintenant, on va passer à la partie un peu pratique. Et on va essayer de voir comment il faut organiser ces données pour que tout soit simple dans le meilleur des mondes. On va parler un peu de principes FAIR et des principes FAIR, mais pour soi-même. Alors, les principes FAIR, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais c'est des principes qui régissent un peu finalement la science ouverte autour des données. Donc, c'est des principes FAIR, ça veut dire findable, accessible, interopérable et reusable. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ces principes-là s'appliquent également sur notre façon de travailler avec les données. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses importantes. C'est la façon dont on organise les données, donc de façon à pouvoir retrouver facilement, rapidement, n'importe quoi sur nos espaces de stockage. Donc, il faut que ce soit findable, accessible. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est pas toujours simple. Hein. Qui n'a pas cherché pendant je ne sais combien de temps dans tous les répertoires de son portable, mais où est-ce que j'ai mis ce fichier? Les formats de fichiers utilisés, de pouvoir ouvrir ces fichiers, même si on change de système, ou même plusieurs années, voire plusieurs mois ou plusieurs années après. Donc là, on est sur l'accessible et interopérable. Et puis, nommer les fichiers, enfin travailler sur le nommage des fichiers, être capable d'identifier rapidement ce qu'il y a dans un fichier à partir de son nom en particulier, donc être interopérable et réutilisable. Alors là, l'organisation du fichier, l'organisation, alors on est tous sur une organisation hiérarchique, c'est-à-dire mise en place d'une arborescence dans laquelle on va organiser des répertoires, des sous-répertoires en essayant de regrouper les données logiquement. On essaye tous de faire ça, mais on finit tous par avoir un bureau qui n'est pas très, très, très bien rangé. Donc, tout ce travail autour de l'organisation des données demande quand même du temps pour en gagner un peu après. Il ne faut pas hésiter à documenter ce qu'on fait, en particulier mettre un fichier README dans chacun des répertoires quand les choses ont besoin d'être précisées, en particulier pour expliquer un peu le type de données qu'on y trouve. Et puis, il faut essayer de ne pas aller trop loin dans la profondeur de sa hiérarchie, parce que ce n'est pas toujours simple d'aller de sous-répertoire en sous-répertoire en sous-répertoire. Il faut essayer de réfléchir à quelque chose d'un peu équilibré dans l'aspect arbre hiérarchique. La partie nommage est aussi importante. En fait, ce qu'on veut, c'est que quand on ouvre un répertoire et qu'on voit des fichiers dedans, on sache exactement tout de suite ce qu'il y a dans les fichiers, quoi. Donc, par exemple, si on a des données d'un projet de recherche, c'est bien d'avoir le nom du projet quelque part, soit dans le répertoire, soit dans le fichier lui-même. Le nom ou les initiales du chercheur, si c'est quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, la date de constitution des données, le type des données, les conditions de collecte, etc., etc. Voilà. Après, c'est du cas par cas, évidemment, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on voit un fichier, on sait ce qu'il y a dedans, quoi. Et puis, on essaye d'avoir ces règles de nommage qui soient un petit peu, qu'on utilise partout et de la même manière, de façon à ce que ce soit simple après de s'y retrouver. Donc, on met en général les informations dans le même ordre. On ne va pas mettre la date avant ou après selon le répertoire, par exemple, parce qu'après, ça permet aussi de faire des tris plus facilement ou des choses comme ça. Et puis documenter peut-être aussi quand on se dit on va faire ça, on va nommer nos fichiers comme ça, le mettre quelque part pour ne pas oublier comment on a construit les noms de répertoires et de fichiers. Donc les bonnes pratiques autour du nommage, elles sont un peu basiques, hein, c'est du bon sens essentiellement. C'est-à-dire que on a cette hiérarchie d'organisation. On va essayer de mettre de l'information dans les noms de répertoires et puis de l'information dans les noms de fichiers, puis on va essayer de ne pas répéter ces informations avec des noms qui soient quand même pas trop longs parce que sinon ça devient difficilement lisible. Au niveau de la langue, c'est important aussi d'utiliser la langue qui est la plus adaptée. Donc si c'est des fichiers que pour nous, on peut mettre des noms en français. Si c'est des fichiers pour une équipe avec laquelle on travaille où il y a des gens qui sont plutôt anglophones, c'est peut-être mieux d'aller sur de l'anglais.
Il faut éviter tout ce qui est espace, caractère spécial, etc., parce que dès qu'on va vouloir un peu traiter automatiquement les fichiers, ben, ça va nous compliquer la vie. Il faut se mettre d'accord sur un format de date, et en particulier année, mois, jour, ça va permettre de faciliter l'affichage chronologique. Il faut aussi écrire les chiffres avec le nombre de caractères significatifs. C'est bête, mais ça permet d'avoir en fait tous les fichiers qui ont à peu près la même taille de nom. Donc voilà. Donc je vous ai mis un petit exemple. Par exemple, on a le nom du projet, le nom de l'expérience et les données avec la date, le type de données et le capteur en fait. Et donc là, on sait que finalement, c'est de la température qui a été relevée le 24 mai 2018 par le capteur MAT9 et c'est l'expérience, voilà, expérience projet. Ça dit tout de suite ce qu'il y a dans le fichier. Alors, la problématique des formats de fichiers, c'est super important. Qu'est-ce que c'est qu'un format de fichier? En fait, c'est la façon dont les données vont être organisées, structurées et encodées sur le support physique de stockage. Donc, c'est vraiment le mode de représentation des données sur le support physique. Et en général, le format, il est identifié par l'extension qu'on met sur le nom du fichier. Alors, pourquoi c'est important? Parce que on veut être portable et on veut pouvoir ouvrir nos fichiers sur un maximum de types de systèmes, un maximum de logiciels. Je pense que vous avez tous sans doute plus ou moins été confrontés au problème que vous avez un fichier qui est envoyé par un collègue et vous n'arrivez pas à l'ouvrir parce que vous n'avez pas la bonne version de PowerPoint au hasard. Par exemple, où vous l'ouvrez et ça fait quelque chose de complètement moche parce que tout a été bougé par le logiciel. Et ce qu'on veut aussi, c'est que un fichier qu'on a créé maintenant, on peut l'ouvrir maintenant, certes, mais dans 5 ans, on veut aussi pouvoir l'ouvrir. Et ça, à nouveau, le fait d'être confronté à un fichier qui date un peu et dont qu'on n'arrive plus à ouvrir par le logiciel avec lequel on ouvrait précédemment parce que le logiciel a évolué et que le fichier est resté dans le format initial, voilà. Le partage, ça permet évidemment de pouvoir partager plus facilement ces données au sein de son équipe de recherche de façon beaucoup plus large éventuellement, si on a quelque chose de très portable et de très ouvert. Et puis, ça permet aussi, quand on veut analyser des données, traiter des données, de pouvoir utiliser différents logiciels et pas être contraint par un format de fichier et donc un logiciel particulier pour faire du traitement de données. Donc, ça assure en fait l'interopérabilité de ces données. Alors, on a en gros 2 types de formats. On a les formats ouverts et les formats fermés. Donc, le format ouvert, c'est ce mode de représentation qui a été rendu public et aucune entrave légale ne s'oppose à sa libre utilisation. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur, de brevet, choses comme ça. Un standard ouvert, c'est un format ouvert qui a été en plus approuvé par une organisation internationale de standardisation. Donc, il y a plusieurs organisations de standardisation qui vont accepter certaines formes de limitation à la diffusion de leurs standards. Par exemple, un standard ouvert peut être basé sur un format ouvert, mais non libre, par exemple. Et à l'opposé de ça, on a les formats propriétaires ou fermés. Donc là, ce sont des formats de données dont les spécifications sont complètement contrôlées par des intérêts privés, avec souvent un brevet derrière. Et là, on ne connaît pas les spécifications et en général, on est contraint d'utiliser le logiciel de la société pour pouvoir utiliser les données. Et il y a quand même pas mal de sociétés qui font de l'instrumentation et qui ferment leur format et qui obligent de ce fait à passer par leur logiciel pour pouvoir utiliser les données qui sont sorties de leur instrument. Alors, c'est des notions qui sont importantes parce que les données, elles ont de la valeur et se faire piéger un peu par un format fermé, ça va vraiment contraindre fortement la liberté de choix en fait par rapport aux outils qu'on va vouloir utiliser. Et donc, voilà, alors c'est pas toujours simple, mais il faut avoir ça en tête. Alors, comment savoir quel format il faut utiliser? Alors, la première règle, c'est d'utiliser évidemment des formats ouverts. Et là, vraiment, il faut vraiment utiliser des formats ouverts. Et la règle 2, c'est d'utiliser, d'être cohérent avec les pratiques de sa communauté, donc d'aller utiliser les formats les plus fréquents dans sa communauté. Alors, il y a beaucoup de listes de formats ouverts sur le web, vous pouvez en trouver un certain nombre. Je vous ai mis des liens cliquables je pense que le support sera aussi diffusé en même temps que la vidéo. Il y a un site aussi intéressant donc, sur le site du CINES, justement, qui permet en fait d'aller vérifier si votre fichier avec ce format-là, il est bien valide et il est bien formé.
Par exemple, toutes les thèses qui sont donc archivées, pour le coup, elles sont vérifiées par cet outil. Alors là, on a parlé des fichiers de données. Maintenant, ces fichiers-là, ils évoluent. Hein. En général, un fichier n'est pas complètement inerte. Donc, on a en général plusieurs versions, avant une version finale, avant une version définitive. Voilà. Et donc, ça, il faut le gérer aussi au niveau du nommage. Alors, on a deux solutions pour ça. Soit on précise la version dans le nom du fichier et à nouveau, on met en place des règles de nommage pour justement gérer ces versions. Soit on utilise un gestionnaire de version. Et quand on est plusieurs à vouloir modifier des fichiers, c'est bien d'utiliser un gestionnaire de version. Alors, pourquoi on veut gérer des versions? Parce que on peut considérer qu'on peut se tromper et donc vouloir revenir à une version antérieure, ça arrive. On veut aussi pouvoir accéder à l'historique des modifications, de savoir qui a fait quoi dans la vie du fichier. On veut pouvoir identifier qui a fait quoi, justement. Donc là, l'utilisation d'un gestionnaire de version, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, éviter de travailler sur une version périmée du fichier. Quand on commence à s'échanger des fichiers par mail, on ne sait jamais le dernier mail arrivé, la dernière personne à avoir modifié quelle version. Enfin, ça arrive assez régulièrement de se tromper là. Par exemple, là, si on considère ce petit exemple-là, la version à jour, on ne sait pas trop si c'est rapport.doc, rapport version finale.doc. Les versions n'apparaissent pas dans l'ordre et on ne sait pas trop bien si la 2-JD elle vient avant ou après la version 2. Enfin, on voit bien que c'est pas très clair et que si les choses avaient été faites proprement avec des règles de nommage propres sur les versions, ce serait sans doute plus simple. Donc tout ça pour dire que la gestion des versions, c'est un travail qui est vraiment pénible, pour pas dire autre chose, et qu'on n'a pas envie de le faire, et que l'ordinateur peut le faire pour nous. Et donc l'utilisation d'un gestionnaire de version permet ça. Alors il a certaines limitations, c'est-à-dire que le gestionnaire de version va travailler sur des fichiers texte. Donc effectivement, il ne va pas pouvoir travailler de façon efficace sur tout type de fichier, mais tout ce qui est fichier Markdown, source, LaTeX, etc., sont des fichiers qui peuvent être utilisés via un gestionnaire de version. Alors, les fichiers images, PDF, exécutables ne le peuvent pas. Le gestionnaire de version n'est pas fait pour ça. Il ne saura pas faire les choses proprement. Alors, quand on parle de gestion de version, on parle souvent de Git. Git, c'est l'outil un peu, qui a pris vraiment le dessus en termes de gestionnaire de version. Tous les autres sont un peu passés en second plan par rapport à Git. Et donc Git, initialement, ce sont des outils qui sont quand même destinés à la gestion de code source pour les projets logiciels. Mais par contre, comme je vous dis, ils permettent de gérer les versions de fichiers texte. Donc finalement, on peut faire pas mal de choses avec. On peut faire de la documentation, on peut faire des sites web, des wikis ou des sites web statiques ou des choses comme ça. Et puis surtout, ça permet de faire du travail collaboratif. On peut échanger facilement, on peut tracer les choses, on peut gérer les conflits quand on travaille à plusieurs au même endroit dans un fichier. Et tout ça, c'est fait vraiment pour ça. Et le principe de tout ça, c'est vraiment conserver toutes les versions d'un ensemble de fichiers. Alors, il fait ça un peu intelligemment. Donc, il permet en particulier le travail simultané de plusieurs personnes. Il va synchroniser les modifications, il va fusionner les fichiers, il va détecter les conflits et proposer des résolutions. Et puis, permet aussi la gestion de l'historique du projet. Donc, on peut revenir en arrière jusqu'à l'origine. On peut aller identifier exactement qui a fait telle modification, à quel moment, etc., etc. On peut avoir des notifications automatiques aux participants quand on fait des modifications sur les fichiers. Donc, si jamais cet aspect des choses vous intéresse, il y a un cours qui est proposé dans le cadre du collège doctoral sur Git, qui est très technique, parce que là, on commence un peu à entrer dans des aspects un peu techniques, mais voilà, qui permet de bien comprendre les choses et de maîtriser cet outil. Alors ça, c'était la partie gérer, nommer et avoir les bons formats. Maintenant, il y a la partie comment on documente ces données. Alors, documenter ces données, c'est finalement apporter de l'information sur ce que sont ces données. Et ça, c'est important pour soi parce que quand on travaille sur quelque chose et qu'on y revient finalement 2-3 semaines, voire 2-3 mois après, des fois, on oublie un peu ce qu'on a fait. Et si ce n'est pas documenté, ça peut être compliqué.
Évidemment, c'est important pour les collègues avec qui on travaille, avec qui on va partager des choses. C'est important pour tout le monde quand on voudra diffuser de la donnée ou des choses comme ça. Et le quatrième point, c'est que c'est aussi important pour les ordinateurs parce qu'on veut pouvoir permettre du moissonnage automatique, de l'interopérabilité, etc. Donc, il y a évidemment pas mal d'intérêt derrière ça. Il y a comprendre, retrouver l'origine des données, leur contexte de création ou de collecte, comprendre le contenu, pouvoir les réutiliser, et puis pouvoir préciser aussi comment on peut les réutiliser, donc préciser ses conditions de réutilisation et de partage. Et tout ça, c'est essentiellement à base de métadonnées. Donc la métadonnée, c'est la donnée qui va permettre de décrire une autre donnée. Donc on a plusieurs types de métadonnées selon les formats de fichiers. On peut avoir des métadonnées qui sont embarquées, et en particulier qui peuvent être créées automatiquement par des équipements. Par exemple, quand vous prenez une photo, vous avez tout un tas de métadonnées qui sont intégrées dans votre fichier image, le lieu, la date, etc. etc. Et puis, il y a des métadonnées qu'on va rajouter pour apporter... Je répondrai aux questions après. Je les vois apparaître au fur et à mesure, mais j'y répondrai après. Pour apporter de l'information sur les fichiers de données sur lesquels elles sont appliquées. Donc, les plus importantes, c'est évidemment l'auteur, donc le responsable des données, avec un identifiant, si possible, un identifiant à la fois personne et structure. Donc, le titre de la donnée, sa description, un certain nombre de mots-clés, la date, le type, le format, la licence d'usage, qui est essentielle, et puis, si possible, un identifiant unique. Voilà la partie documentation. Maintenant, on va passer à la partie valeur des données. Parce que c'est important aussi d'avoir en tête que nos données, en particulier nos données professionnelles, alors je ne veux pas parler de données personnelles, mais c'est vrai aussi dans ce cas-là, ce sont des éléments qui sont assez précieux et c'est intéressant de se poser un certain nombre de questions sur le fait, finalement, dans une vie professionnelle, quelles sont nos données les plus critiques et puis qu'est-ce qu'on redoute par rapport à ces données. Est-ce que c'est de la perte, de la destruction, du vol ou autre chose? Donc, c'est toutes les questions qui sont importantes et qui vont permettre de mettre en place en fait, des mécanismes qui vont permettre d'essayer de les contrer. Et donc, la valeur d'une donnée, elle va se définir à partir d'un certain nombre de questions qu'on va pouvoir se poser. Qu'est-ce qui se passe si je perds cette donnée-là ou ce fichier-là? Quelles sont les conséquences et les impacts à la fois pour moi, mais aussi pour mes collègues, pour mon labo, pour mon employeur, et éventuellement pour l'État? Que se passe-t-il si cette donnée ou ce fichier se trouve dans les mains d'autrui? Quelles conséquences? À nouveau, les mêmes questions. Donc, c'est vraiment d'essayer de se poser et d'essayer de voir un peu ces questions-là. Tout ça pour essayer d'aller vers plus de sécurisation de ces données. Il y a plusieurs façons de perdre ces données. Donc, il y a le problème matériel, simplement le disque dur qui tombe, la clé USB sur laquelle on a marché, le portable qu'on a laissé tomber ou qui ne démarre plus, le mot de passe oublié quand on a crypté son disque dur, par exemple. On peut avoir des problèmes sur les fichiers, ce que je disais tout à l'heure, un format qui devient obsolète, donc un fichier qu'on n'arrive plus à ouvrir. Le logiciel qu'on utilise pour ouvrir un fichier qu'on n'arrive plus à faire fonctionner et qu'on ne trouve plus nulle part. On peut avoir aussi des problèmes, quelque part, c'est la perte de données, c'est quand on ne sait plus trop bien ce qu'il y a dans les fichiers, c'est-à-dire que les fichiers n'ont pas été documentés, d'où l'importance de la documentation des données, ou alors les données qui deviennent incompréhensibles parce que elles ne sont pas du tout explicites, c'est juste des tableaux de chiffres et on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Et puis, il y a les problèmes de vol, qui peuvent être à la fois matériels et virtuels. Ça peut être le portable qu'on oublie dans le train ou ça peut être un piratage à travers un virus ou un truc comme ça. Alors, concernant les pertes matérielles, il y a plusieurs façons d'éviter ces pertes matérielles. On peut faire de la sécurisation interne. Donc, il y a des choses qui sont sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, mais qu'il est bon de connaître. C'est-à-dire, par exemple, au niveau d'un serveur de stockage, il y a un certain nombre de techniques matérielles qui vont permettre en fait de répartir les données sur plusieurs disques durs. Et si jamais un disque dur crash, les autres prennent le relais et les données ne sont pas perdues. Au niveau de la plateforme de stockage, par exemple, il y a aussi plusieurs serveurs en fait, qui peuvent intégrer des sauvegardes, des synchronisations, des choses comme ça, et qui permettent d'assurer une certaine sécurisation matérielle des données. Et puis, il y a ce qu'on peut faire nous, la sécurisation via nous. Donc, il y a cette règle de sauvegarde 3-2-1. Donc, 3 copies sur 2 supports différents avec au moins une copie à distance, avec une sauvegarde, si possible, quotidienne.
Il faut évidemment sécuriser son poste de travail, c'est-à-dire qu'il faut chiffrer, ça c'est quelque chose qui est obligatoire dans notre monde maintenant, faire des mises à jour, et puis s'assurer que la protection qu'on a mis en place est adaptée. Et puis, il faut faire attention à ce qu'on fait avec notre matériel et éviter d'oublier son sac dans le train. Alors, il y a aussi la sécurisation sur l'accès, de contrôler l'accès aux données. Donc, à travers des mots de passe, évidemment, pas mettre 1, 2, 3, 4 AZERTY comme mot de passe, par exemple. Donc, avoir vraiment des mots de passe qui soient robustes. Et puis, pas laisser, par exemple, en réunion, son ordinateur ouvert avec une session ouverte et puis partir faire autre chose. Gérer les droits d'accès, ça c'est important, en particulier quand on utilise une solution de stockage qui va ouvrir une gestion des droits d'accès d'utilisateurs à distance en particulier. Donc en général, toutes ces solutions-là offrent une gestion justement des droits d'accès, il faut faire attention à ça. Quand on diffuse une URL d'accès à un cloud, par exemple, il faut faire attention aussi à ce qu'on fait et pas faire n'importe quoi et pas diffuser très largement des URL parce que là, on ne sait plus trop ce que ça devient. Et puis, c'est ça en particulier quand on veut gérer les rôles et les accès sur une plateforme de stockage, ça peut nécessiter une certaine maîtrise technique pour faire les choses. À nouveau, dès qu'on commence à utiliser des infrastructures qui soient vraiment solides, conséquentes, quelque part, il y a quand même derrière des besoins techniques qui peuvent apparaître en termes de compétences. Et puis, quand on partage des données, il faut se poser les bonnes questions. Qui a besoin d'accéder à ces données? Puis sous quelle forme? Est-ce que c'est juste accéder en lecture? Est-ce qu'il faut vraiment avoir les droits d'écriture sur les données? Et s'assurer qu'on met vraiment que les droits minimaux parce que ça sert en particulier si les données sont sensibles, parce que voilà, ça sert à rien de mettre plus de droits que nécessaire. Et puis, il y a l'aspect intégrité des données, c'est-à-dire s'assurer que les données n'ont pas été modifiées ou altérées, en particulier quand on les stocke quelque part, quand on les traite ou quand on en fait une copie. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent de contrôler cette intégrité. En particulier, ça s'appuie sur des fonctions de hachage. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont à sens unique. Le hash, c'est vraiment l'empreinte digitale d'un fichier. Donc, il y a des outils qui permettent de faire ça. Je vous en ai mis un exemple là. Voilà. Donc, ça permet de s'assurer qu'on a l'empreinte digitale du fichier et que quand on peut s'assurer que le fichier n'a pas bougé, quoi. Il est toujours dans son état initial. On peut aussi chiffrer ces données. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans notre monde maintenant, on est obligé de chiffrer en particulier nos outils de travail. Donc, le chiffrement, c'est vraiment un procédé de type cryptographie qui va rendre en fait la compréhension d'un document complètement impossible à toute personne qui n'aura pas la clé de chiffrement. Donc, la clé de chiffrement, c'est le mot de passe que vous mettez quand vous vous connectez. Alors, je ne sais pas si sous Windows, c'est la même chose, mais sous Linux, en tout cas, la première chose que me demande l'ordinateur, c'est ma clé de déchiffrement de mon disque dur. Et donc, on peut sécuriser les accès à différents niveaux. On peut chiffrer tout un disque, on peut chiffrer un répertoire, on peut chiffrer un fichier. Et ça fait que on ne pourra lire le disque, le répertoire ou le fichier que si on a la clé de déchiffrement. D'où l'importance de ne pas perdre sa clé de déchiffrement parce que sinon, on ne peut pas récupérer ces données. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en particulier, CNRS exige le chiffrement des postes utilisateurs. Il y a un outil qui permet de le faire, c'est ZIP par exemple, mais il y en a d'autres. Alors, en conclusion, vous avez vu qu'il existe finalement une gamme de types de stockage qui est assez important. Il ne faut pas hésiter à peser le pour et le contre de tel ou tel outil de stockage et d'aller utiliser le stockage, la plateforme de stockage ou ce qui vous semble le plus adapté à vos besoins, quitte à en utiliser plusieurs en fonction justement de ses besoins, des projets de recherche sur lesquels on travaille et aussi des gens avec qui on doit partager les données. Il faut aussi penser à sauvegarder très régulièrement. Ça, je pense que c'est le bon sens, mais c'est toujours plus facile de le dire que de le faire. Si vous avez à gérer des données professionnelles et en particulier des données sous RGPD, ne pas utiliser des services qui ne soient pas académiques, parce qu'en particulier sur la question du RGPD, vous allez être dans l'illégalité. Prendre le temps, alors ça prend du temps, donc, mais voilà, prendre le temps de mettre en place une organisation des données avec les bonnes règles de nommage, etc., etc.
ça permet d'en gagner après, en fait. Alors certes, ça prend du temps sur le moment, mais voilà, ça permet d'en gagner plus tard et bien les décrire et les documenter, surtout celles qui sont un peu compliquées. Donc, de façon à pouvoir, en particulier, y revenir après, mais aussi pouvoir les partager facilement pour que les gens comprennent bien comment elles sont organisées. Et puis, dans tous les projets, des projets de recherche, des projets de thèse, des projets, quels qu'ils soient, en fait, quelque part, il faut anticiper ces questions-là. Donc, les questions de stockage, les questions de sauvegarde, les questions de partage, et tout ça bien en amont. Et en général, le plan de gestion de données pose les bonnes questions justement pour anticiper ces sujets-là et pour vous aider à poser vraiment les bonnes bases pour le projet finalement quel qu'il soit. Et voilà. Donc, je suis prête à répondre à vos questions. Alors, attendez, je vais arrêter le partage, comme ça, ça sera plus facile. Merci Violaine. Tu as déjà des questions dans la conversation? Tu les vois? Alors, attends, j'ouvre la conversation et je remonte. Alors, collège doctoral, je parle du collège doctoral de Grenoble, de l'UGA. Après, tous les supports sont en ligne, donc c'est sur le support, vous pourrez cliquer, donc vous pouvez accéder au support sans problème, qui est très détaillé. Donc, alors, sur l'aspect, pas de cloud institutionnel. C'est dommage. Ça, c'est des questions compliquées, hein, parce que c'est vrai que finalement, on se rend compte que quand on est sur des sites où les choses sont organisées et qu'on a les solutions à proposer, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, au niveau national, il n'y a pas vraiment de solution. À ma connaissance. Alors peut-être que oui, mais je sais pas, Cécile, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Oui, bonjour. Je me suis confrontée à ce problème-là, donc c'est pour ça que je voulais témoigner. À l'Université de Savoie, on a donc Teams, enfin OneDrive, la suite Microsoft. Seulement, moi, je m'interroge sur le fait de déposer des données sur ce cloud. Et donc, je me suis tournée vers Rezana, qui est le cloud des services de l'État, où nous avons accès en tant qu'agent de l'État. Et j'avoue que c'est quand même pas mal par rapport au cloud académique comme Nextcloud. La seule petit bémol que je mettrais, c'est qu'on n'a pas de clients lourds. Ils n'autorisent pas la mise en œuvre de clients lourds, donc ce qui ne rend pas forcément l'utilisation très fluide, puisqu'il faut vraiment verser des données sur le cloud en question, et on ne peut pas directement le faire de notre machine, quoi, de notre explorateur. Mais ils m'ont dit que c'était pour des questions de sécurité, donc c'était ça resterait comme ça, quoi. Donc c'est vrai que Rezana, il y a pas mal de chercheurs du coup qui l'utilisent maintenant régulièrement, et notamment les doctorants ou les gens qui n'ont pas de poste stable, mais qui vont continuer dans le monde académique. Ça leur permet d'avoir un suivi en fait sur les dossiers partagés avec des personnes. Donc, ils ne sont pas obligés finalement de quitter un service pour un autre parce qu'ils changent d'université ou qu'ils changent d'institution. Donc voilà, c'était juste ce témoignage. Oui, merci Cécile. Effectivement, je n'ai pas pensé à Rezana, mais effectivement, alors je ne sais pas si c'est simple ou pas. Enfin, moi, je sais que je l'utilise, mais dans le cadre de projets plus nationaux. Donc, mais est-ce qu'au niveau d'un établissement, c'est facile de se créer un… Oui, en fait, j'ai demandé un compte pour l'Université de Savoie et ça a posé aucun problème. Et j'ai demandé à mes collègues d'utiliser, de dire qu'ils sont de l'Université de Savoie. Et du coup, on est manifestement tous rattachés au sein d'un espèce de sous-entité qui est l'Université de Savoie. Donc non, ça se fait très bien. Ok, très bien. Et en termes de volumétrie, il y a des limites? Alors, c'est des limites il n'y a pas de limite en termes de poids de fichier. Par contre, ils ont mis des limites en termes de dossiers, de paquets qu'on envoie. Ah, d'accord. Ok. Ouais. D'accord. Donc, je leur ai demandé plusieurs fois parce que ça m'étonnait un petit peu de pouvoir comme ça. Mais pour l'instant, ils n'ont pas mis de limite, en fait.
À part le fait de faire en un seul versement, on ne peut pas verser plus de... j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est quand même beaucoup, quoi. D'accord. Ok, ok. Merci, Cécile, pour cette réponse. Alors, du coup, si je continue, les bonnes pratiques pour la sauvegarde. Alors, ça peut être les deux, les actions à la fois automatiques et manuelles. Il y a des outils qui permettent de le faire de façon automatique. Et puis, on peut aussi le faire manuellement, ce qui suppose quand même un peu de rigueur dans la façon dont on fait les choses. Mais on peut faire des sauvegardes automatiques avec un certain nombre d'outils. Alors, les solutions académiques, moi j'ai parlé de Summer parce que c'est la plateforme de stockage du site de Grenoble. Donc, c'est une solution académique de plateforme de stockage. Git, c'est plutôt GitLab. À nouveau, c'est une solution académique de forge logicielle, donc qui peut être utilisée pour la gestion de fichiers texte. Et à nouveau, il y en a un aussi sur le site de Grenoble qui est disponible. Donc, je suis désolée, je cite beaucoup Grenoble, mais parce que c'est quand même le coin que je connais le mieux. Sinon, il y a aussi un GitLab qui est aussi déployé côté IN2P3, qui est accessible sur la Fédération d'authentification Renater, donc sur lequel on peut se connecter. Donc, en matière de forge logicielle, il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles de façon plus large. Alors, ce que propose le CNRS, alors je suis moins versée sur les outils CNRS, bien qu'étant CNRS moi-même. Il y a l'offre Core du CNRS, ou MyCore, je ne sais jamais quel est qui est une sorte de cloud aussi, en fait, mais que j'utilise très peu. Donc, mais il y a des choses aussi côté CNRS. Après, c'est vrai que pour les UMR, UGA, CNRS, c'est vrai que sur le site, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, en plus, à mon avis, assez adaptées quand même au monde de la recherche. Donc, voilà. Mais le CNRS offre aussi des outils. Et effectivement, c'est clair que tout le monde n'est pas au courant des possibilités qui sont offertes, malheureusement, dans ce domaine-là. Alors, pour les ZRR, alors sur le cloud, j'ai un petit doute. Pour Summer, oui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que sur le cloud, ça doit être suffisamment cloisonné aussi. Il faudrait vérifier cet aspect-là. En tout cas, pour la plateforme Summer, oui. Alors, les outils de sauvegarde institutionnelle proposés à la DGA, je ne suis pas sûre qu'il y en ait, en fait. Ça, c'est à vérifier. Ce qui est sûr, c'est quand on utilise, quand on met du stockage sur Summer, il y a la possibilité d'avoir plusieurs offres de services. Et on peut choisir, en fait, entre un stockage sec, un stockage avec sauvegarde ou un stockage avec synchronisation, c'est-à-dire qu'en fait, tout est mis à jour sur 2 sites différents en continu. Donc, intégré à la plateforme, il y a du stockage qui est vraiment intégré à la plateforme Summer. Quand on utilise Summer, là, on n'a pas forcément besoin de prévoir une sauvegarde supplémentaire. Alors, solution automatique, quelques solutions. Moi, je peux en donner ça. Je suis désolée, je suis sous Linux et je connais les solutions sous Linux. Mais sur Windows et Mac, je suis désolée. Là, pour le coup, c'est là où, s'il y a d'autres suggestions, n'hésitez pas parce que ce ne sont pas mes systèmes de travail. Donc là, pour le coup, je ne sais pas dire. Alors, sur l'aspect GitLab, alors, non seulement il faut privilégier les projets de groupe, mais en général, on n'a pas le droit à plus de 10 projets dans son espace personnel. Donc, de toute façon, il vaut mieux passer par des groupes. C'est effectivement plus pertinent, oui. Tout à fait. Alors, du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Cécile, Oui. oui. J'ai une question dont je connais déjà la réponse, mais malheureusement, je vais quand même la poser. J'ai beaucoup de chercheurs qui travaillent avec des fichiers Excel. Ouais. Et effectivement, c'est pas un format ouvert, enfin officiellement en tout cas. Mais il y a des outils Alors, qui permettent. oui et non, parce que le format qui est basé sur XML, le enfin bref, avec le X au bout, il est documenté quand même, donc on peut considérer que c'est un format qui est assez ouvert quand même. Ah, alors moi je pensais que on pouvait considérer qu'il était ouvert parce qu'il y avait des logiciels open source qui permettaient de l'ouvrir. Non, il est documenté, Mais doit faire partie des formats ouverts. il apparaît pas sur la liste du CINES. Alors, il est peut-être pas complètement ouvert, mais en tout cas, il est documenté. Ok. Donc, contrairement à son prédécesseur, ouais, contrairement à son prédécesseur XLS, qui lui était complètement fermé. Non, mais XLSX, alors je ne sais pas s'il a statut de format ouvert, mais en tout cas il est documenté et il est un peu plus, voilà, il est un peu plus ouvert que, en tout cas XLS était vraiment fermé. Idem pour DocX, PPT, PPTX. Ok, voilà. Donc on peut déposer des données dans un entrepôt dans ce format-là sans. Après CSV c'est toujours mieux parce que pour le coup c'est plus universel. Ouais. Mais en général, s'ils choisissent un DocX ou surtout un XLSX, c'est soit qu'il y a il y a des choses qui sont perdues en passant en CSV. C'est surtout pour ça. Ou voir parce qu'ils ont plusieurs onglets et qu'ils ne veulent pas switcher les onglets en plein de CSV ou des choses comme ça. Oui. Disons que je suis déjà contente quand ils veulent bien partager leurs données en XLSX. Oui, mais donc faut y aller voilà. Petit pas par petit pas. Voilà. Ok, merci. Alors, d'autres solutions en prévision pour le futur. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la question? Est-ce que c'est d'autres infrastructures qui seraient déployées ou c'est d'autres technologies qui arriveraient dans ces aspects stockage? Les deux. Alors, en termes d'infrastructure, je pense à nouveau, je me place sur le site de Grenoble, hein, mais je pense qu'on arrive à une situation qui est assez stable et à moins d'une rupture technologique importante, l'idée c'est de faire évoluer ça dans le même monde technologique. Après, il y a des projets, par exemple au niveau du CNRS, de proposer des plateformes de stockage. Il y a des projets entre, par exemple, le CCIN2P3 à l'IDRIS, qui sont les centres de calcul du CNRS, pour proposer des plateformes de stockage à cette échelle-là. Donc, ils sont en train de déployer ça. Et puis, si on se projette beaucoup plus loin, après, il y a des recherches un peu sur le stockage ADN ou des choses comme ça, où là, vraiment, on sera sur des technologies qui seront tellement différentes que je ne sais pas trop. Je pense que je serai en retraite quand on en sera là. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même pas non plus des choses qui ont des bouleversements, des révolutions techniques, technologiques qui justifient. Voilà, on est quand même dans un monde relativement stable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors du coup, la question sur la mise à disposition des données au sens faire. Donc à l'UGA, on est partenaire depuis le début du projet Recherche DataGouv, dont j'espère que vous connaissez au moins le nom. Donc le Recherche DataGouv, c'est une initiative portée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui vise en fait à essayer d'organiser l'écosystème autour de la donnée de recherche et en particulier proposer des outils pour la diffusion des données de recherche à travers un entrepôt générique des données de recherche au niveau national. Et donc l'UGA est dans le projet depuis le départ et en particulier, on a déployé dans ce projet-là notre collection établissement pour la diffusion des données de recherche, donc à l'issue des projets de recherche, quand on veut faire des liens en particulier avec les articles scientifiques.
Donc là, on est vraiment dans le sens faire, c'est-à-dire qu'on diffuse, les données sont trouvables, sont accessibles, sont interopérables et réutilisables. Donc, si vous avez des problématiques de diffusion de données dans le cadre de la science ouverte, et qu'il n'y a pas d'entrepôt thématique associé, qui pourrait répondre aux données parce qu'elles vivent dans une communauté particulière, voilà, Recherche DataGouv et la collection IGA permet de faire ça. Et donc à l'UGA, il y a donc dans cet écosystème de la donnée, il y a toute une cellule d'accompagnement qui s'est mise en place qui s'appelle la cellule Data Grenoble-Alpes, qui permet justement d'aider d'accompagner sur la diffusion de la donnée, d'accompagner sur l'utilisation du stockage, en fait, qui permet de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser autour des données, sur l'ensemble du cycle de vie de la donnée. Et également aussi, si vous avez des problématiques sur des logiciels ou des choses comme ça, on peut aussi vous aider sur l'utilisation de GitLab, des choses comme ça. Et il y a une adresse SOS Data @UGA qui permet de contacter cette cellule. Donc, ne pas hésiter à l'utiliser si vous avez des questions. Maria Gradia, je te repasse la main. Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, je crois qu'on peut... Je ne vois pas de main levée. Merci Cécile. Je crois qu'on peut... Oui. Merci Violaine, ça a été très intéressant. C'est toujours bien de réviser certains sujets, de souligner certaines choses. Et on peut arrêter l'enregistrement.